black and white in the light. The wild is your home for every ride. Make it yours, make it wild. The further you'll go, the higher you'll find. Bonjour à tous et bienvenue au Codis Investigation. Nous sommes étudiants au CFA Codis en formation de chargé de clientèle. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir à la Caserne, un lieu dans le 10e arrondissement, pour parler d'un sujet, la nouvelle mode émergente, plus éthique et éco-responsable. Alors, Paris peut-elle devenir la capitale de la mode éthique ? Nous sommes partis à la rencontre d'acteurs et d'actrices parisiens engagés dans ce secteur. Ils agissent en amont et en aval, prenant d'autres valeurs que celles de la fast fashion actuelle. Je vous propose de commencer notre aventure par un état des lieux de l'industrie textile avec l'éclairage de Catherine Doriac du collectif Fashion Révolution France. Catherine Doriac est journaliste. Elle a consacré sa vie à la mode. C'est l'une des meilleures spécialistes françaises sur la question, mais aussi l'une des plus grandes activistes. En créant et dirigeant l'association Fashion Révolution, elle s'attaque avec son collectif aux abus de cette industrie mondialisée. Notre premier terrain de plaidoyer, c'est les droits humains, les droits des femmes dans la chaîne textile. On fait des pétitions, on travaille avec les politiques pour changer les lois. Là, en France, il y a une loi qui vient de passer à l'Assemblée nationale contre la fast fashion pour réguler justement et la publicité et la mise sur le marché. Aujourd'hui, en France, 3,3 milliards de vêtements sont mis en France chaque année sur le marché. 3,3 milliards, nous sommes 65 millions. Est-ce qu'on a besoin de tant de vêtements ? Le choix des vêtements qu'on fait, le choix des objets qu'on achète, le choix des meubles dont on s'entoure, c'est un problème civilisationnel. Il y a une surconsommation, et notamment des jeunes générations bien sûr, parce que ce sont celles qui ont besoin d'acheter des vêtements en premier lieu, mais qui sont aussi sujets, plus que sujets à la publicité qu'on trouve partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La toxicité des vêtements, c'est injuste pour le consommateur, c'est injuste pour les ouvriers qui fabriquent nos vêtements. C'est des problématiques de santé publique qui s'annoncent à vous. La jeune génération, la Gen Z, là, comme on dit, vous allez avoir de plus en plus de cancers, de plus en plus de perturbations endocriniennes, donc de baisse de fertilité. Et ça, c'est à cause des vêtements qu'on porte, à même la peau, qui sont constitués à plus de 60% de pétrole, parce que c'est du polyester. C'est pour ça que nous aussi, on milite pour que les gens connaissent les textiles, sachent reconnaître un coton, un lin, de la laine et faire la différence avec l'acrylique pour la laine, avec le polyester, avec la viscose pour la soie. C'est très important de connaître les matières. Il y a énormément de nouvelles façons de faire de la mode quand on est un jeune entrepreneur. Et puis après, il y a toutes les entreprises de l'ESS. Les entreprises d'insertion comme Emmaüs, comme AWA par exemple, AWA Fondation qui est une entreprise d'insertion par la culture. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'entreprises de l'ESS qui travaillent sur ces sujets-là. De retour sur notre plateau à la caserne incubateur éco-responsable et après cet éclairage sur la mode actuelle qui nous fait comprendre que l'industrie textile a un long travail devant elle pour répondre à ces problématiques sociales et environnementales, je vous invite maintenant à découvrir la mission de la directrice de l'école Mode Art qui se démène pour intégrer un mode de vie plus éthique au sein de son école. Mode Art, c'est une école qui a une ADN très forte pour former les gens qui sont destinés à travailler dans la mode. C'est un secteur qui se chiffre en milliards, où vous avez évidemment des groupes leaders comme LVMH, Kering, Chanel, Hermès, etc. Mais vous avez aussi un énorme secteur de PME, de start-up, etc. Et aujourd'hui, la mode fait face à des challenges importants. Comment, dans ce monde qui est en pleine transformation, ce secteur de la mode qui est en pleine transformation, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui former nos étudiants sur tout ça ? Alors nous, comment on est investi ici ? D'abord, il y a des cours. Il y a des cours qui sont destinés justement à la compréhension de cette mode durable. Qu'est-ce que veut dire qu'une mode durable ? Quelles sont les législations et les réglementations qui arrivent ? C'est justement de savoir comment on va tracer un tissu, un modèle, une forme, etc. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir que nos étudiants, c'est ce sur quoi on travaille. On fait aussi des séminaires sur la réparation, comment on le répare justement en restant un modèle attractif. On a travaillé avec donc une société qui s'appelle Commitment,
le Secours populaire et Modart. On est en train de travailler justement sur comment des articles ont été donnés au Secours populaire, donc qui sont évidemment des articles plutôt basiques, comment est-ce qu'on peut les transformer et comment on peut les rendre jolis, désirables. La mode doit vivre avec son temps, il doit vivre avec son actualité et doit vivre avec la société. Bonjour à tous, de retour à notre caserne de Paris pour le Codis Investigation. Karim Bonnet n'a pas attendu de formation pour se lancer. Depuis plus de 20 ans, il fait des œuvres originales et pas banales pour le coup. Regardez, je vous en prie. Karim Bonnet nous a reçus dans son atelier niché à l'entrée d'une cour d'un immeuble du 19e arrondissement de Paris. C'est ici qu'il exprime sa passion pour la peinture et les arts plastiques, revisités à sa manière. Et une partie de mon travail qui réside en recyclage. Je prends par exemple des trench coats comme celui-ci, des trench parisiens, voilà, qui ont été, voilà, c'est un simple, voilà, qui sont des trench avec une doublure, qui sont très beaux, poche intérieure, mais qui sont peut-être un peu banal, un peu triste, voilà. Je les customise, je leur donne une nouvelle couleur, des motifs, et puis ils repartent en boutique et ils sont achetés. C'est toutes des pièces que je recycle, qui marchent quelque part le mieux. Karim nous a fait le cadeau de pouvoir le filmer en pleine création. Je fais un fond, une couleur, pouvoir revenir par-dessus en surimpression du fond avec des motifs. En ce moment, j'utilise beaucoup de motifs floraux. Voilà, parce que bon, c'est un peu le retour des fleurs, et c'est beau jour, le printemps, et c'est pas mal ça. Changer le regard sur les vêtements, c'est l'objectif de bon nombre d'acteurs de ce domaine. Rendre plus désirables des pièces inintéressantes permet non seulement d'être plus proche de sa personnalité et de son bien-être, mais également de réduire l'impact environnemental de la production de textiles. C'est le travail consciencieux de Gwénoline qui upcycle des rouleaux de tissu inutilisés par l'industrie textile. Mon idée, c'était vraiment de montrer qu'il était possible de créer du désirable à partir de matières déjà existantes. Ce sont à chaque fois des vêtements qui n'ont jamais été commercialisés. Je travaille à partir d'invendus que je redécoupe totalement pour, voilà, par exemple d'une chemise, j'en fais un short. On a tous des porte-monnaies qui se réduisent et par conséquent, ça devient très compliqué en effet de consommer éco-responsable. On ne peut pas en effet de toute façon s'habiller des pieds à la tête en éco-responsable, c'est pas possible. L'idée de l'éco-responsabilité, l'idée du public qui va être consommateur, donc c'est ça, c'est consommateur. C'est-à-dire peut-être se prendre une pièce. Déjà ça commence par peut-être se prendre une pièce. Cette pièce coûte de l'argent, ça veut dire qu'il va vraiment falloir réfléchir à ce qu'on veut. Et je sais que voilà, à partir du moment où la pièce devient désirable, vous avez vraiment envie de ce vêtement, et vous allez en prendre soin. Prendre soin de son vêtement, c'est aussi savoir le réparer au lieu de le jeter. Et le fait de réparer crée un nouveau rapport avec le vêtement, un concept qu'Elsa Roabo a voulu mettre dans les mains du plus grand nombre en cofondant Cerceau. Regardez. Le but de notre activité, c'est que les gens développent un nouveau rapport avec leurs vêtements, qui ne considèrent plus le vêtement comme un objet un peu jetable, qu'on peut acheter, porter 3 fois et puis après on le jette ou on l'oublie dans son placard. Aujourd'hui on porte à peine un tiers des vêtements qui sont dans nos armoires et donc l'idée c'est de sensibiliser les gens au fait qu'il y a déjà beaucoup de vêtements sur Terre, que ces vêtements on peut les réparer, qu'on peut les transformer et que quand on en crée de nouveaux, autant le faire dans une approche où on va anticiper le plus possible le fait que ce vêtement il puisse être ensuite réparé, transformé pour qu'il ne devienne pas un déchet textile. Parce qu'ici, dans notre atelier, on anime de nombreux ateliers où on apprend aux gens à broder, à coudre, à créer leurs propres pièces pour qu'ils aient aussi conscience de tout le travail que ça nécessite de créer un vêtement. Parce qu'on se dit que plus on aura conscience de ce que c'est un vêtement, de tout le travail que ça implique, de toute la matière que ça implique, plus on aura aussi envie d'en prendre soin. Parce qu'on comprendra tout ce qui se cache derrière et toute la valeur en fait, qu'il y a dans un vêtement. Je pense que un des premiers pas qu'on peut faire tous ensemble,
c'est déjà de se dire, parmi tous les vêtements qu'on possède, quels sont ceux auxquels on peut donner une seconde vie, soit pour nous-mêmes, en les réparant. Il y a le bonus réparation qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, faire réparer un vêtement par un professionnel, ça coûte pas très cher, enfin c'est même subventionné, soit en les donnant à des associations qui, eux, vont pouvoir ensuite les redistribuer à des gens qui en ont besoin. Bonjour, en direct de notre caserne du 10e arrondissement de la plus belle capitale au monde, Paris. Pour contrer le fast fashion, nous avons ce qu'on appelle maintenant le slow motion, la mode lente. C'est ce que vend Rachel Bozy. Et vous allez voir que même à l'autre bout du monde, il est possible de vendre de manière éco-responsable. Je suis là avec la boutique depuis beaucoup de temps. Des vêtements bio. Dans cette filière, il n'y a pas du tout de produits nocifs. C'est très bien pour la terre et pour les gens qui travaillent. Il y a aussi le côté des commerces équitables, que même quand c'est fait dans les pays très loin, les gens ne travaillent pas comme des esclaves, les enfants ne travaillent pas. L'idée, justement, que les gens qui travaillent sont payés. Alors, et c'est fabriqué aussi en Inde, en Chine, en Europe de l'Est. Alors, on paye plus que les salaires minimum qu'on paye dans ces pays-là. On dit slow fashion. Ça veut dire que c'est une mode lente. Maintenant, on revient à la culture de chanvre, qui est une plante excellente. Elle ressemble au lin. On prend le tige de la plante et ça fait des fils. Des siècles avant, tout le monde portait des chanvres. C'était la plante qui poussait partout, pas chère et facile à... Bon, il faut la travailler, mais faisable. Et aujourd'hui, on recommence 100% chanvre. L'impact environnemental peut donc être atténué en réduisant le nombre de vêtements jetés, en les faisant durer le plus longtemps possible. Le fait de savoir réparer devient une modalité incontournable dans une mode plus éco-responsable. Une habitude que les plus modestes cultivent déjà par la force des choses. Il existe d'ailleurs d'autres alternatives pour les plus petits budgets, les plus addicts à la mode, la seconde main. Yousra, responsable du magasin Emmaüs, Faubourg du Temple, nous en parle. Je tourne, je suis volante, je faisais toutes les boutiques de Emmaüs Alternative. Les donateurs qui viennent ramener des sacs, ça dépend des vêtements, ils font leur tri chez eux. Ils donnent des vêtements, des objets, de la vaisselle, des livres, en fait un peu de tout. On fait le premier tri ici, à la boutique. S'il y a des vêtements un peu sales, on envoie directement à l'atelier. Et même il y a des clients qui viennent pour donner. Ils nous demandent en fait c'est pourquoi. Et moi personnellement j'explique le rôle de l'association pour nous et pour les autres. Et il y en a des clients qui savent même rien du tout sur l'association. Les valeurs en fait c'est pour aider les gens en précarité. Et nous aussi, on est des salariés en insertion. Mais ces dernières années, ça a baissé un petit peu. Vu les gens, ils préfèrent mettre leurs habits sur Vinted, sur les vestiaires collectifs, sur les sites en général pour gagner un peu plus d'argent. Ça diminue un petit peu, hein. C'est pas comme avant, hein. Toujours, il faut être solidaire, il faut donner pour aider les gens qui sont en précarité. De retour à la caserne et pour terminer notre émission, on vous propose de partir à la rencontre d'une association qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et la mode peut devenir un outil au service de ses valeurs sociales. Meryl Libreton nous raconte le projet de défilé des Petits Frères des Pauvres. Les Petits Frères des Pauvres sont une association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées en France. Le défilé est né de l'idée de l'école de mode Lisa qui nous a contactés
parce qu'ils avaient un projet d'école, donc ils voulaient recycler des vêtements de mode pour justement réaliser un défilé de personnes âgées. On s'est dit que la mode était vue, perçue pendant longtemps comme quelque chose d'inaccessible pour les corps qu'on dit pas beaux. D'autant plus que nous, à ce moment-là, on sortait un rapport consacré à la vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées. Les personnes âgées interrogées trouvaient qu'un corps qui vieillissait était encore désirable. Donc on voulait justement illustrer cet enseignement du rapport par un événement grand public qui permettrait de changer de regard sur la vieillesse. On a vu à quel point les personnes âgées et les jeunes sont demandeurs de plus de liens avec l'un et l'autre. Et les freins à la rencontre, c'est justement le manque d'opportunités et l'impression de ne pas intéresser l'autre. Alors qu'au contraire, on trouve que c'est un formidable vecteur de lien. L'idée du défilé, c'était que chaque personne âgée défile avec un étudiant. Donc c'était vraiment un défilé intergénérationnel. La mode peut être un outil pour recréer des liens entre les générations. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Codis Investigation. Au nom de tous les étudiants du CFA Codis en formation chargée de clientèle, j'espère que vous avez apprécié découvrir toutes ces initiatives prises au sein de la capitale. J'espère vous voir au Codis Troc. Très belle journée, merci.